Bonjour à tous, bonjour à tous les participants, rebonjour et encore une fois merci pour la participation. Merci surtout aux intervenants que je vais vous présenter tout à l'heure. Euh, le sujet du webinaire d'aujourd'hui, c'est le secteur automobile en République tchèque. Euh, le secteur automobile est de loin le marché ou bien le secteur industriel numéro un en République tchèque. Et nous allons vous présenter la situation actuelle, les chiffres clairs, les tendances, les visions pour le futur. Je vais vous présenter les intervenants du webinaire d'aujourd'hui. Donc, à côté de moi, il y a M. Antoine Hubert, qui est le Business Unit Manager pour l'Europe centrale de la société Coretec, implantée ici en République tchèque. Coretec conçoit et fabrique les machines spéciales dédiées aux équipementiers automobiles et aux constructeurs aussi. Bonjour Antoine. Bonjour, bonjour à tous. Monsieur František Neumann, qui est le directeur de la société C Automobile Import, qui est l'importateur des marques Citroën et DS ici sur le marché tchèque. Bonjour František. Bonjour. Et enfin, Monsieur David Morin, qui est le responsable de Oxymetal CZ. Oxymetal est spécialiste de la découpe des métaux dédiés aux différentes industries, dont l'industrie automobile. Donc bonjour David. Bonjour à tous. Et je me présente aussi, je m'appelle Martin Dietrich et je suis responsable commercial de la Chambre de commerce franco-tchèque. Pour faire une petite introduction, la Chambre de commerce franco-tchèque est une communauté d'affaires francophone en République tchèque qui réunit aujourd'hui plus de 300 sociétés membres. Toutes les trois sociétés que je viens de vous présenter sont adhérentes à la Chambre de commerce franco-tchèque. Donc notre rôle, c'est d'animer la communauté d'affaires francophone française ici en Tchéquie. Et en même temps, nous proposons sous la marque Le Booster, la marque commune de la CCI France Internationale, une gamme de prestations qui ont pour mission d'aider les entreprises françaises à se développer sur le marché tchèque. Prospecter, implanter, recruter, euh, pour faire bref. Encore un point technique, nous serons très contents si vous nous posez des questions. Comme on est assez nombreux, je vous invite à poser des questions par l'outil, par le module Question and Answers que vous trouverez sur la barre d'outils. Et nous essaierons de vous répondre éventuellement à la fin des présentations. Je vais vous faire une rapide introduction du secteur automobile en République tchèque. C'est un secteur qui se réjouit d'une longue tradition, 125 années. C'est l'anniversaire de Škoda, 125 années depuis la création de Škoda, à l'époque sous le nom de Laurin Klement. Quelques 2 années plus tard, c'était le premier véhicule construit ici en Tchéquie qui a quitté les portes de l'usine chez Tatra. Si on saute quelques décennies, 3 points importants, clés pour l'évolution récente du secteur automobile. 1990, tout de suite ou très rapidement après la chute du mur, Škoda qui devient partie du groupe Volkswagen. C'est une nouvelle époque de Škoda qui commence à cette date. En 2005, c'est le deuxième constructeur automobile en Tchéquie qui ouvre les portes de l'usine. C'est le site de Kolín, Toyota Peugeot Citroën Automobile. Et
quelques années plus tard, le troisième constructeur qui démarre la production, c'est Hyundai. Aujourd'hui, le secteur automobile emploie plus de 170 000 personnes. Donc, son poids ou son importance économique dans le pays est très, très élevée. Un tiers de ses employés sont directement chez les constructeurs. Les deux tiers, c'est chez les équipementiers. Et ce qui nous fait plaisir, c'est quand même la part qui augmente sans cesse des employés dont l'activité est dédiée notamment aux activités de recherche et développement. Aujourd'hui, quelques 5 000 personnes. Quelques chiffres clés. J'ai mentionné que le secteur automobile, c'est le secteur industriel numéro 1 en Tchéquie, représente un quart de toute la production industrielle du pays, 10% du PIB et à nouveau un quart des exportations totales tchèques. Tout ça grâce à la production qui a atteint l'année dernière 1,4 million de véhicules. La performance du secteur se traduit aussi par les salaires qui aujourd'hui dépassent de plus de 30% le salaire moyen du pays. Et là, on voit bien une grande différence entre l'industrie automobile d'aujourd'hui et l'industrie automobile dans les années 90. Si dans les années 90, les équipementiers, les sociétés automobiles venaient ici pour chercher la main-d'œuvre qualifiée et pas chère, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les salaires ont bien augmenté, notamment grâce à Skoda et ses syndicats. Donc aujourd'hui, le secteur industriel tchèque n'est plus un secteur low cost, mais devient de plus en plus un secteur à une forte valeur ajoutée. Quand on parle du secteur automobile, on ne peut pas oublier de mentionner les acteurs principaux. J'ai mentionné les constructeurs des véhicules de tourisme, Skoda, Hyundai et TPCA. Il y a deux fabricants de bus aussi, Iveco et SOR, qui est une marque locale. Les constructeurs de véhicules industriels, Tatra et Avia, qui font partie du groupe CSG, Czechoslovak Group, un groupe industriel tchèque, et aussi un constructeur traditionnel des motos que vous connaissez probablement sous la marque Java. Bien entendu, le secteur automobile, ce ne sont pas seulement les constructeurs, mais je dirais que ce sont avant tout les équipementiers. Quelques 800 sociétés, équipementiers sous-traitants, sont impliqués dans ce secteur en République tchèque. Sur 100 plus importants équipementiers mondiaux, vous en trouverez 55 qui sont présents physiquement, qui sont implantés en République tchèque. Et à nouveau, ce qui est très intéressant, ce qui est important pour le futur, de plus en plus d'équipementiers intègrent aussi les activités de recherche et développement dans leur site tchèque. Vous mentionnez Valeo, Varroc, Honeywell. J'ai mentionné Valeo qui emploie aujourd'hui quelques 700 ingénieurs ici à Prague qui travaillent sur les projets de la conduite autonome, etc. Quand vous regardez la petite carte, vous voyez un peu les bassins d'activité automobile. On voit bien que c'est plutôt le nord du pays. Donc, si on divise la Tchéquie par une ligne qui relie Prague et Brno, ce sera au nord de cette ligne où on trouvera la majorité des sociétés. Et pour revenir un peu au titre de ce webinaire, République tchèque, puissance automobile au cœur d'Europe, j'ai ajouté cette petite carte qui montre bien que la République tchèque profite vraiment de sa position géographique
au centre d'Europe. Sur le périmètre de 400 km, les sociétés implantées à Tchéquie sont capables d'opérer ou de servir une bonne partie de l'industrie automobile allemande, qui est bien entendu la force motrice de l'industrie automobile en Europe. Pour donner une vue complémentaire sur les équipementiers, quelques grands noms, beaucoup de sociétés françaises, bien entendu. Et pour arriver un peu à la fin de mon intervention, quelques chiffres clés. La République tchèque aujourd'hui se place à la 5e position parmi les pays européens en termes de production de véhicules. Si on compte que la partie européenne de la Russie, la Tchéquie serait sur la quatrième position. On voit la tendance croissante de production de véhicules jusqu'au début de cette année. Bien entendu, l'année 2020 ne sera pas pareil que les années précédentes. On le voit sur les chiffres sur ces 5 premiers mois. Après un début d'année très positif, une chute libre, mars, avril, mai. On voit quand même la tendance, disons, un peu positive, que la baisse en mai est moins importante que la baisse en avril. Pourtant, on arrive à quelques moins 36% si on compare les 5 premiers mois de 2020 à la même période 2019. On espère que la situation va s'améliorer. Au jour d'aujourd'hui, tous les 3 constructeurs sont réouverts, ont redémarré la production. Pourtant, dans un contexte toujours un peu limité, moins de postes, moins de production. Mais en même temps, il y a à nouveau des plans d'investissement. Hyundai a récemment publié leur plan d'investissement de quelques centaines de millions de couronnes dans la nouvelle ligne pour sortir le nouveau modèle Hyundai Tucson ici à Nošovice. Donc, on verra bien et on espère que l'automobile va reprendre son dynamisme d'avant la crise Covid. Et je lance juste le thème des tendances futures. Ce seront surtout mes collègues qui vont vous dire plus sur la vision du futur. Bien entendu, il y a le sujet de l'électromobilité. Enfin, ce sujet est devenu, a reçu le feu vert officiel du gouvernement par la création de ce qu'on appelle Mobility Innovation Hub, qui est une initiative, une plateforme qui devrait mailler les constructeurs, les universitaires, les startups, les sociétés globales impliquées dans cette problématique pour créer une communauté ou bien un écosystème de sociétés et avancer dans les projets d'électromobilité en Tchéquie. J'ai mentionné la conduite autonome, c'est les équipementiers ainsi que les constructeurs qui travaillent dessus. Et là, il faut mentionner aussi car sharing. C'est surtout Škoda qui est en tête de peloton dans ce sujet, qui lance ou bien qui a déjà lancé un système de car sharing des véhicules. Voilà, donc ce serait tout de ma part et je vais passer la parole à Antoine Hubert. Donc, rebonjour. Donc, je me présente à nouveau. Donc, Antoine Hubert, moi, je suis le responsable Europe centrale pour un groupe Coretech qui fait donc des machines spéciales. C'est une petite société à l'origine française créée en 2002 qui a une très très forte croissance. Typiquement, moi, quand je suis arrivé chez Coretech, je devais être le 30e employé. Aujourd'hui, nous sommes 330.
Nous avons un chiffre d'affaires donc arrêté l'année dernière à 40 millions d'euros. Et maintenant, 5 sites de production, 3 en France, un en Pologne et puis un ici, donc à Prague, enfin à Ostivice. Concernant ce dernier, donc moi je suis venu ici principalement pour l'ouvrir, donc lié à tous nos clients Europe centrale principalement. Donc c'est aujourd'hui nos locaux font à peu près 1000 mètres carrés, donc on a 900 mètres carrés d'atelier, 150 mètres carrés de bureaux et des équipes. Alors là, c'est 5-10, ça dépend, ça va des fois de 2 à 10 parce on a donc un métier avec des vagues en fonction des différents projets qui fait on a des forts besoins d'intérim. Voilà, donc nos clients, parce que donc, comme vous pouvez voir sur la gauche, on travaille donc à 95% pour l'automobile et je dirais très majoritairement pour des pièces plastiques, donc intérieures et extérieures. Donc ça va être par exemple des machines de poinçonnage de pare-chocs, des postes d'assemblage de panneaux de porte. Voilà, ça c'est typiquement le cœur de notre métier. Donc des machines qui peuvent aller de petites workstations à 10 000 euros jusqu'à des lignes complètes d'assemblage à 10 millions d'euros. Donc, on a vraiment un très, très gros panel. Alors ici, à Prague, on va principalement faire des machines un petit peu plus simples. On s'arrêtera, je dirais, sur des îlots robotisés. Du coup, nos clients sont évidemment donc, tous les rangs 1 automobiles, principalement dans le plastique, voire quelques constructeurs, parce qu'on travaille en direct pour Renault et Ford. Et ici, en République tchèque, donc les clients tchèques sont Magna, Plastic Omnium, Novares. Et puis, on a également des clients hors Tchéquie, que peut être SMRC et Webasto France notamment. Concernant mon expérience ici sur l'implantation en Tchéquie, donc moi, mon cas est un petit peu particulier parce que quand je suis arrivé ici, Coretech était encore une PME avec beaucoup de clients donc, en Europe centrale et du coup, une envie de nous développer ici, non pas liée au côté low cost, mais vraiment à la localisation et aux compétences qu'on avait identifiées ici en République tchèque. Donc moi, je suis arrivé, comme je vous le disais, d'une PME, donc avec mon ordinateur et ma valise. Donc mon expérience n'est pas celle de tout le monde, notamment des gros groupes. Je n'avais pas vraiment de service RH ni rien. Donc voilà, donc moi, j'ai été confronté à pas mal de choses, hein, notamment donc à un protectionnisme assez fort, comme je le mets, c'est pas facile à entendre, mais j'ai pour mémoire un acheteur qui m'avait dit que de toute façon, il avait sorti l'intégralité des fournisseurs non implantés sur le sol tchèque. Alors bon, ben, pour nous ici, c'est un avantage et un inconvénient, parce qu'on est à moitié français quand même. Paradoxalement, j'ai beaucoup de projets Europe centrale, mais comme on a recentré un petit peu le business ici sur des machines un petit peu plus petites qu'en France, eh ben, on a récupéré des nouveaux marchés. Donc, concernant mon expérience proprement parlée, comme je disais, donc des difficultés, mais qui étaient liées aussi à ma crédibilité, parce que je suis arrivé d'une petite PME, il n'y avait même pas vraiment j'avais pas l'immatriculation de l'entreprise ni rien, donc c'est pas facile dans ces conditions-là. Néanmoins, j'ai été très agréablement surpris parce que très bien accueilli par beaucoup de personnes, notamment la CCFT. J'en profite pour remercier au passage, qui m'a beaucoup appuyé sur l'implantation, puisqu'il a fallu trouver des locaux, des fournisseurs, des hommes, et en partant de zéro, c'est pas forcément facile. Surtout que, donc là je passe aux atouts faiblesses, donc ici pour moi le plus grosse difficulté c'est que autant il y a des hommes extrêmement compétents, autant c'est très difficile de les trouver. Ils sont déjà tous des postes. Nous, comme je le disais, on a un métier avec des fortes variations de besoins en ressources et du coup quand je commençais à parler de mission de 2 ou 3 semaines, j'ai été pas vraiment bien accueilli. C'est vrai que c'est des choses en France. Un vendredi, je pouvais appeler une agence d'intérim pour leur demander 3 mécaniciens, un électricien et puis une ressource à pro pour le lundi. J'arrivais à les obtenir sans trop de difficultés. Ici, c'est quasiment impossible. Par contre, les hommes que j'arrive à voir, ils sont quand même globalement très
est très compétent, il faut bien le dire, avec des bien meilleures compétences en langue que ce qu'on peut avoir en France, ce qui n'est pas forcément difficile de mon point de vue. Et puis, un gros avantage pour moi ici en République tchèque, c'est vraiment l'implantation. Nous, on a 30% de nos clients qui sont en Europe centrale. Et là, comme le disait Martine tout à l'heure, c'est vrai qu'on va très facilement, en quelques heures, avoir énormément de potentiel de clients. Donc, pour nous, extrêmement pratique, avec en plus l'aéroport de Prague, aéroport international, et pour nous, avec un headquarter qui est près de Rennes, on avait des très grosses difficultés à faire venir les clients et à aller nous-mêmes chez les clients. C'était vraiment tout de suite une journée de voyage. Bon, bah là, c'est sûr qu'on a divisé les temps. Donc, ça, c'est vraiment une très, très grosse force pour moi de la République tchèque et de Prague. Voilà. Alors, concernant ma vision du futur, alors moi, je ne prétends pas être un expert. Je peux juste parler en ce qui me concerne dans notre métier. Donc, il n'y a pas déjà, moi, je ne vois pas aujourd'hui de révolution. On a juste des modifications qui, je pense, sont liées effectivement au gros changement, au virage un petit peu qui s'amorce. Donc, avec, comme le disait Martine également, un gros développement de tout ce qui va être véhicule électrique, de tout ce qu'on appelle le digital, le véhicule autonome. Donc, nous, on a la chance de faire beaucoup déjà comme je disais, de pièces plastiques. Donc, on n'est pas touché par tout ce qui va être l'arrêt des développements dans le thermique. Et par contre, on est bien placé pour tout ce qui va être assemblage de plus en plus complexe lié à l'électronique, lié à tout ce qu'on peut rencontrer dans les véhicules modernes. Donc, pour nous, plutôt pas mal. Et également, on se rend compte quand même que nos clients, de plus en plus, cherchent à avoir de la flexibilité dans leur production. Donc, on développe de plus en plus d'îlots robotisés, notamment. Alors, plusieurs raisons. Il y a des stratégies d'investissement différentes. Il y a beaucoup de diversité dans les futures productions et également dans les productions passées. Donc, par exemple, on a maintenant des pièces de rechange, je pense, il y a 10 ans, qui étaient assez simples parce qu'il y allait avoir 3 références de pare-choc. Aujourd'hui, entre les couleurs, les différents capteurs, caméras et autres, pouvoir continuer à faire des spare parts, ça nécessite d'avoir soit garder l'intégralité des machines dédiées, mais ça, c'est vraiment très compliqué, en place, en coût. Donc, les îlots robotisés, pour ça, c'est quand même hyper flexible. Donc, nous, on avait déjà pris un petit peu ce virage, et aujourd'hui, c'est très porteur pour nous. Donc, voilà, je pense que j'ai fait assez rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, si vous avez des questions à la suite, n'hésitez pas. Merci. Bonjour. Laura, bonjour. Je vais passer la parole à M. Neumann. Merci. Je me présente aussi rapidement. Donc, comme ça, il a été dit, je suis patron de la marque Citroën et la marque DS en République tchèque. Je suis dans l'automobile depuis presque 30 ans. J'ai commencé encore dans les années 80 chez Škoda, en business de pièces de rechange. Et je travaille depuis 30 ans pour PSA, pour Citroën notamment. Depuis 2016, notre société est devenue part du groupe Emil Frey Group, qui est basé en Suisse. Et cette société est le premier groupe de distribution des automobiles en Europe. Donc, c'est un petit peu pour vous donner mon background. Je vais encore compléter par 2 chiffres ce que Martin disait au début de sa présentation. Vous avez vu le nombre de véhicules qui sont produits en République tchèque et en Slovaquie. Si on ramène ces volumes au nombre d'habitants, donc vous allez constater que le numéro 1 mondial, c'est la Slovaquie, qui produit pour 5 millions d'habitants, il produit 1 million de véhicules, donc ils sont sur un ratio de 2. Et la République tchèque est en 2e place avec 1,4. Voilà, donc ça c'est très important à savoir. Ça montre aussi la dépendance ou la proportion de business automobile sur l'économie de ces 2 pays. Et aussi, ça
ça implique un petit peu une fragilité de cette industrie parce que entre 90 et 95% de la production est exportée et donc il est clair que sans la reprise de l'économie européenne, ça sera difficile de faire démarrer aussi l'industrie automobile en République tchèque. Bon, passons au marché tchèque. Et aujourd'hui, je vais avoir deux casquettes. Première casquette, c'est la casquette de membre du comité exécutif de l'Association des importateurs, parce que je vais parler beaucoup de marché tchèque et donc de la situation sur le marché. Et puis, je vais profiter de l'occasion pour quand même soulever un petit peu le rôle de la marque Citroën en République tchèque dans 2-3 slides à la fin. Donc, celui qui commence à parler du marché, il doit partir de parc roulant. Donc, parc roulant, il y a 8 millions de véhicules en République tchèque. Donc, le parc, donc, vous voyez, c'est le chiffre officiel. Donc, on a 10 millions d'habitants, un petit peu plus. Donc, 8 millions de voitures. Enfin, c'est quand même important. Ce qui est très préoccupant, c'est l'âge de ce parc. Donc, vous le voyez dans la première colonne. OA, ça veut dire des voitures particulières. On a 6 millions de véhicules avec l'âge moyen qui dépasse 15 ans. C'est énorme. 15 ans, c'est énorme. Ça nous préoccupe tous parce que les véhicules qui sont aussi âgés, bon, ça a des incidences non seulement sur l'écologie, mais également sur la sécurité routière, sur le business de pièces détachées, etc. Donc, c'est quelque chose pour lequel on ne doit pas être fier. Et donc, vous pouvez voir sur la même colonne OA que ce chiffre augmente sans cesse. Donc, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il augmente. C'est dû au fait que dans le passé récent, il y avait pas mal de véhicules qui étaient immatriculés sur le marché tchèque, mais après, ils étaient exportés vers l'Europe. Et d'autre part, il y a un flux des véhicules d'occasion qui arrivent sur la Tchéquie. Et il y a beaucoup de véhicules qui sont des vieux véhicules. Il y a 55% de véhicules importés dont l'âge dépasse 15 ans. Donc là, vraiment, on est dans une situation très compliquée quand on a tous les facteurs qui jouent en défaveur du vieillissement du parc. Martin, j'ai un petit souci avec le faire tourner les slides. Est-ce que vous pouvez appuyer chez vous pour que... Une petite seconde, on essaye de le... Je clique sur Enter, il ne se passe rien toujours. Chez moi non plus, donc une petite seconde. Click Start. Normalement, ça devrait être bon maintenant. Okay. Voilà, ça y est. Ça y est. Donc, le marché automobile. Je vous ai mis cette courbe-là pour montrer la situation sur le marché tchèque depuis 15 ans. Et donc, vous pouvez voir qu'entre 2005 et 2014, il ne se passait pas grand-chose. Le marché il a été stable, avec une évolution, on peut dire, un peu naturelle. Et c'est seulement entre 2015, 16, 17 où on voit cette courbe extrêmement croissante. Et je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas encore à l'époque en République tchèque, que c'était au moment de la décision de Česká národní banka de fixer le taux de change du couronne aux alentours de 27 couronnes. Et donc, cette fixation à 27, ça impliquait beaucoup de flux internationaux. Et donc, il y avait des marques qui ont commencé à réexporter massivement leurs véhicules de République tchèque vers l'Europe. Je ne vais pas citer concrètement le nom, mais il y avait des marques qui en faisaient comme ça jusqu'à 80% de chiffre d'affaires. Et même ceux qui figuraient dans le top 5, il y a certains qui faisaient 35-40% sans aucun problème. Et donc, cette tendance a été renversée en 2018. Donc, vous voyez que le marché il commence à baisser un petit peu. Et je vais vous expliquer comment nous voyons les choses pour les 3 ans à venir, quelles sont les
les faiblesses, les menaces que nous pensons de rencontrer. Voilà. Donc, quelle est notre vision de marché? Donc, notre vision de marché, elle est pessimiste. Elle est pessimiste pour des raisons que je vais évoquer juste après, mais nous pensons qu'après la Covid crisis, le marché il va se retrouver à 185 000 unités. Et là, je parle de marché véhicules particuliers et véhicules utilité légère. Donc, vous pouvez souvent voir dans les journaux chiffre de 249 000 voitures de l'année dernière, c'est des véhicules particuliers, et il y a à peu près 20 000 véhicules utilitaires légers qui sont tous les ans immatriculés en République tchèque. Donc, au total, ça fait 270 au compte de l'année dernière. Donc, nous pensons que le marché il va baisser à peu près de 30%. C'est une vision qu'elle est pas catastrophique, mais elle est relativement pessimiste. Nos patrons en Suisse, ils ont l'habitude de se préparer pour le pire pour pouvoir donc affronter les difficultés qui arrivent. Donc, moins 30 sur cette année-ci, avec la reprise de croissance de 13 à 10% dans les années qui suivent. Et nous pensons que le marché sans normal, stabilisé, il va revenir seulement en 2022 parce qu'encore l'année 2021 va être assez affectée par les perturbations économiques. Pourquoi nous avons cette vision pessimiste? Parce que, vous le savez tous, la République tchèque ou l'industrie de la République tchèque dépend énormément du fonctionnement de l'Allemagne. Il y a 30-35% de l'export tchèque qui va en Allemagne. Donc, si en Allemagne, il se passe quelque chose de difficile, donc ça influence énormément le fonctionnement de la République tchèque. Ensuite, spécifiquement pour l'automobile, donc après Dieselgate qui a beaucoup nui sur l'image de tous les constructeurs automobiles, nous devons affronter les nouvelles mesures écologiques qui sont imposées par la Commission européenne. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler des amendes qui les constructeurs automobiles vont devoir payer s'ils ne respectent pas donc, les normes de pollution CO2. On parle de 95 € multipliés par le gramme de dépassement, multiplié par la totalité de la production de constructeurs. Donc, l'ampleur, c'est de plusieurs milliards d'euros qui, aujourd'hui, risquent de sortir des poches des constructeurs automobiles. Et puis, un point spécifiquement tchèque, c'est que les salaires en République tchèque ont augmenté énormément sur les dernières 5 ans, plus 40%. Et avec cela, il y a aussi problème de recrutement parce que le chômage en République tchèque est extrêmement faible. Donc, il y a vraiment difficile de trouver un bon mécanicien, un bon électricien, surtout à Prague ou les grandes agglomérations. Donc, B2B en République tchèque représente soit 50% de marché. Donc, chez Citroën, la situation est légèrement différente. Nous avons à peu près 45 particuliers ou des ICHO, des artisans qui nous achètent nos véhicules. Mais sur le marché, bon, 3/4 sont faits en B2B. Donc, avec tous les problèmes que l'économie va subir, c'est un risque. Aujourd'hui, en République tchèque, le gouvernement n'a pas lancé des incentives sur l'achat. Donc, il n'y a pas de prime à la casse, il n'y a pas une vraie motivation pour acheter des véhicules modernes ou des véhicules électriques. Il y a quelques tentatives qui, aujourd'hui, ne sont pas destinées pour la ville de Prague ou la région de Prague. Il y a des municipalités qui peuvent acheter des électriques, mais quand même, ça reste assez cher. Et puis, dernier point, c'est que vraiment l'automobile en République tchèque qui emploie beaucoup de gens, qui a le poids très important. Par exemple, la Škoda
Les salaires sont à 55 000 couronnes, ce qui est encore plus qu'un tiers de la moyenne. Donc, s'il se passe quelque chose, bon, ça va influencer logiquement les résultats. Je vous donne le détail des ventes ou des immatriculations après les premiers 5 mois. Donc, les premiers 5 mois, on est à moins 30, pour faire simple. Le mois de mai, il a été à moins 45, mois d'avril à moins 55. Donc, on peut dire que la chute que nous avons constatée, elle est en train la tendance est en train de se renverser, mais en République tchèque, nous avons encore des résultats qui sont corrects. Dans certains pays d'Europe occidentale, c'était bien pire. Par exemple, le mois d'avril en France, c'était moins 92%. Donc vraiment, il y avait pas un rat dans les concessions automobiles. Donc, ça, c'est la situation. Et ici, vous pouvez voir un phénomène qui est très important, c'est la part de marché de Škoda, qui est 35%. Au mois de mai, c'était 39%. Donc, il n'y a pas un pays en Europe où la dominance de producteurs locaux, de la marque locale, soit si importante. J'ai parlé tout à l'heure de la problématique CO2. En Europe, c'est 95 grammes CO2 qui sont demandés. Pour la République tchèque, les données sont légèrement plus élevées. Et donc, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, en tête de peloton, il y a 4 marques qui font partie de groupe PSA qui sont sur le podium. Il y en a d'autres qui sont moins bien. Bon, voilà, c'est comme ça. Ça veut dire que groupe PSA, a pris ce défi de compliance de CO2 très en sérieux. Le groupe a énormément investi dans le développement des moteurs thermiques et le groupe également est en train de mettre sur le marché européen et aussi sur le marché tchèque des véhicules hybrides. Et il y a des premiers véhicules complètement électriques qui arrivent sur le marché et que nous allons présenter encore cette année-ci. Quand on parle de mobilité électrique, il faut dire qu'en République tchèque, pour l'instant, c'est assez marginal. Vous voyez le développement entre 2016 jusqu'à 2020. Donc en 2016, c'était presque invisible avec un peu moins que 1% sur le marché, sachant qu'à cette époque-là, il y avait relativement beaucoup, mais relativement vraiment, des hybrides électriques, c'est ce qu'on appelle aussi mild hybrid, et c'est, pour vous donner un exemple, c'est une production de Toyota. Toyota aujourd'hui, il immatricule beaucoup de voitures hybrides, mais ces hybrides qui peuvent faire maximum 3-5 km en mode zero emission. Et c'est quelque chose qu'ils ont su bien utiliser pour créer une image de producteurs écologiques. Ce que nous, chez PSA, appelons des hybrides, c'est des véhicules qui sont PHEV, c'est des véhicules qui sont capables de rouler au moins 50 km en mode zero emission. Et donc, c'est des véhicules qui sont sur le point de vue de PSA, destiné à assurer les trajets hors urbains, parce qu'en trajet urbain, nous pensons que ce sera le futur, il est destiné à des véhicules électriques. Les véhicules électriques, aujourd'hui, c'est un thème très important et j'ai quelques boulettes ici, des bullet points, pour vous montrer un petit peu la vision différente des clients, des fournisseurs et les raisons. Donc, le client, qu'est-ce que le client regarde aujourd'hui? Bon, il regarde le véhicule, il regarde quelle est la différence de prix entre le véhicule électrique et le véhicule thermique. Il faut savoir qu'au niveau industriel, pour les hybrides,
il y a entre 7 et 10 000 euros de coût de fabrication en plus. Pour des électriques, le véhicule électrique, il est plus facile à concevoir et de fabriquer, mais il y a une composante très chère qui sont les batteries. Donc, le client regarde le prix, ensuite il regarde où est-ce qu'il peut se recharger, parce que même aujourd'hui, ce n'est pas hyper facile, et il regarde niveau d'autonomie. Les sociétés qui s'occupent de mettre des véhicules sur le marché comme des leasers, ils regardent deux autres choses. Ils regardent la valeur résiduelle qu'aujourd'hui représente un grand inconnu, parce qu'avec les technologies qui se développent très rapidement, donc il est extrêmement difficile de vraiment donner une bonne estimation sur la valeur résiduelle d'ici 3-4 ans. On ne sait pas si entre-temps une nouvelle technologie ou une nouvelle génération de batteries ne va pas venir. Donc c'est compliqué. Et puis, il y a un autre aspect qui est la réparabilité après accident, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'expérience sur la capacité des services après-vente de réparer. Et aujourd'hui, la position des assureurs, c'est plutôt dire, oh là là, il y avait quelque chose qui se passait, donc il vaut mieux de renvoyer totalement la casse. Donc, ceci veut dire que le coût de l'assurance de police d'assurance pour des véhicules électriques va augmenter assez rapidement parce que c'est des véhicules qui sont chers et leur réparabilité est au niveau actuel assez limitée. Et puis, il y a le point de vue des réseaux officiels. En République tchèque, il y a à peu près 7000 réparateurs agréés et non agréés, donc d'une grande concession jusqu'au petit garagiste du coin. Donc, pour le réseau primaire, c'est des réparateurs agréés, donc qui représentent une ou plusieurs marques. Donc, il y a un investissement qui est relativement important. Il faut compter 1 500 000 euros pour installer l'infrastructure. Et puis, il y a des exigences au niveau de outillage spécifique, de formation spécifique. L'entretien des véhicules électriques, ça demande un métier spécifique qu'on ne connaissait pas avant. Et puis, il y a, si vous voulez, une perspective relativement négative sur la possibilité de gagner l'argent sur l'entretien des véhicules électriques. Là, Association des réparateurs, Satcher, il a fait une expertise, ou plutôt ils ont utilisé des expertises qui existent à l'étranger, et on constate que l'entretien, il est moins coûteux sur des véhicules électriques, donc il y a à peu près moins 30%, et surtout c'est la consommation des pièces, qui est beaucoup moins importante pour l'usage normal. Donc, tout ça, c'est des complications qu'on va devoir affronter. Et donc, je avance pour arriver au dernier slide. Donc, quel est notre rôle? Quels sont nos objectifs pour le futur? Bon, pour ça, il faut qu'on s'adapte. Donc, les nouvelles conditions seront compliquées. Et donc, nous avons des responsabilités vers nos clients et vers notre réseau. Donc, réseau, on doit le soutenir, on doit leur donner la possibilité de continuer leur vie économique. Et même pendant ce temps difficile, on doit bien sûr délivrer la qualité irréprochable à nos clients. Et puis, spécifiquement pour la société que je représente, donc nous avons la marque DES que nous avons lancée en République tchèque l'année dernière. Donc, il faut qu'on investissent dans cette marque-là. Et puis, pour continuer dans la vision de PSA, c'est de préparer l'offensive des véhicules low emission avec des nouveautés que nous allons placer sur le marché. Merci pour votre attention. Je repasse la parole. Merci, Monsieur Neumann. Je passe la parole à David Morin de Oxymetal. Et bonjour à tous. Il me reste combien de temps? On a quoi? 10 minutes? On a un petit quart d'heure pour le moment. Oui. Ok. Attendez juste une seconde. Il faut que je prenne la main. Vous m'avez donné la main. Oui. Donc, si vous double-cliquez dans la présentation, c'est bon. Ouais. Voilà.
Donc bonjour à tous. J'interviendrai aujourd'hui sur deux choses. Donc la première chose, comme mon collègue de Coretech, sur un retour d'expérience sur une implantation start-up pour un groupe français, Oxymetal CZ. Et dans un deuxième temps, avec un retour d'expérience par rapport à cette implantation et retour d'expérience aussi par rapport à mon profil d'expatrié français depuis maintenant plus de 20 ans dans l'industrie automotive République tchèque. Donc la première chose, donc Oxymetal CZ, donc je suis en position de gérant associé et directeur donc, du site d'Oxymetal. Le groupe Oxymetal est un groupe français en termes de chiffres clés. Donc on intervient principalement en métallurgie. On est leader en France donc sur un marché qui est assez segmenté, avec une part de marché de l'ordre de 7%, donc sur la découpe laser. Core business, c'est la découpe laser. Chiffre d'affaires de l'ordre de 60 millions d'euros. On tourne autour de 40 000 tonnes d'acier consommées par an, 400 employés et 50 000 mètres carrés. Au niveau technologie, donc on est state of art en technologie laser, YAG, fiber, CO2 et bien évidemment toutes les process associés pour donner aux clients la valeur ajoutée nécessaire au produit. Donc l'intéressant, donc ce qui est intéressant en termes de challenge au niveau de la carte, donc c'est un groupe français, dizaine de sites, headquarter à Bordeaux, et donc voilà, première expansion hors France, République tchèque. C'est un projet qui tourne déjà maintenant depuis 3 ans. On est d'abord été sur une première stratégie d'acquisition sur les pays de l'Est, c'est-à-dire qu'on a travaillé pendant un an et demi à mapper entre la Tchéquie, Slovaquie, Pologne en termes de possibilités d'achat. Bon, malheureusement, on n'a pas trouvé chaussure à notre pied. On est reparti en début d'année dernière sur un backup, c'est-à-dire création d'un greenfield à Plzeň, avec le support de la Chambre de commerce en termes de recherche de bâtiments, au niveau légal, création de la société et a fortiori en termes de staffing, mapping et recrutement du personnel. Donc, si à ce moment-là, je peux donner un premier retour. Donc, société française s'implanter sur les pays de l'Est, focus République tchèque. On a effectivement du greenfield. Les acquisitions, ça devient de plus en plus compliqué puisque le marché local, actionnariat tchèque, s'est forcément beaucoup développé sur les dernières années. Et donc, c'est des structures, des sociétés qui sont très capitalisées avec les effets volume, y compris les incentives au niveau communauté européenne en termes d'investissement machine, productivité. Donc, c'est des sociétés qui ont maintenant pignon sur rue. Et ce qui reste en termes de potentiel d'acquisition, malheureusement, c'est les sociétés qui sont restées sur le côté du développement et qui sont très risquées et non intéressantes. Et donc, la troisième possibilité, effectivement, c'est de la JV. Donc, voilà. Donc, mapping, donc forcément, je vais pas revenir. Donc, la Tchéquie, les flux logistiques, c'est important. Donc, c'est l'autoroute qui traverse la Tchéquie en partant de l'Allemagne pour alimenter derrière la Slovaquie, Hongrie et Roumanie. Voilà. Au niveau portfolio, pour expliquer un petit peu la stratégie, donc le groupe français Oxymetal travaille, on va dire, sur du spot comme sur du client grand compte. On a tous un objectif de croissance. Donc, la stratégie qui nous a été fixée, c'est de la croissance principalement par de la mise en place et de la croissance par rapport au développement des clients grands comptes. Et c'est donc l'origine de cette implantation en République tchèque, c'est-à-dire un appel de nos clients grands comptes allemands et américains travaillant pour eux en France, de travailler pour eux aussi en République tchèque. Donc, on est assez diversifié. On a une base de l'ordre de 3000 clients et donc, c'est le focus grand compte, donc OIM, qui représente au jour d'aujourd'hui 30 à 40% de notre chiffre d'affaires. Au niveau domaine d'intervention, donc on travaille principalement sur l'industrie de l'équipement, le transport, l'auto, l'aéro
l'énergie, construction et notamment le clin d'œil donc à la situation par rapport au Covid, un secteur qui se développe beaucoup en ce moment, donc c'est les équipements médicaux. Et donc il y a effectivement donc les lits et ces choses de chat où il y a beaucoup de potentiel avec des constructeurs ou des fabricants tchèques qui sont leaders européens, voire mondiaux. Au niveau investissement, je rejoins ce qu'a dit la personne de Soretec. Donc, par rapport à l'auto, il y a quelques années, donc effectivement, on est sur un changement. C'est-à-dire on n'est plus dans de la grosse série cavalerie, c'est de la segmentation. Donc, c'est toujours très important en termes de costing, effectivement, d'implantation, de layout, de choix de machine, de définir les choses qui sont le plus flexibles et le plus optimisé possible. Et bien évidemment, aussi la problématique, travaillant pour des sociétés françaises, des PME ou des PMI, où de façon logique, le savoir-faire n'est pas forcément comme dans des grands groupes automobiles formalisé. Donc effectivement, d'avoir une démarche de démarrage step by step, process par process. Voilà. Il y a un point aussi qui est important pour moi dans cette phase de développement, de démarrage de site que vous voyez sur la droite. Donc effectivement, c'est l'approche commerciale. C'est-à-dire que bon, ça va peut-être plus être trop le cas maintenant, puisque donc effectivement on a cet effet crise. Jusqu'à présent, la République tchèque, on était dans une situation industrielle de sous-traitance saturée, et le fait de pouvoir venir en tant que potentiellement de solliciter des clients pour lesquels vous travaillez déjà en Europe de l'Ouest, venir avec un projet clé en main, une usine nouvelle, du capacitaire, et une possibilité d'adaptation de vos process, de vos moyens, vous êtes dans la mise en place des systèmes qualité, ainsi de suite, qui peut être pour eux très intéressant. En background, on est toujours sur les pays de l'Est, sur du global sourcing, du gestion de portfolio et de l'optimisation de portfolio. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec nos clients principaux dès la phase de développement et d'installation de l'usine. Le schedule, donc nous, bon, c'est des petites structures. Je pense que c'est un trend aussi qui est important. Des micro-usines avec un staffing assez limité et donc forcément du remote en France au niveau des fonctions support. Donc on est aujourd'hui à 9 personnes et notre objectif est de monter à 27 personnes d'ici 3 ans, donc à une ramp-up smooth. Ensuite, que dire? Bon, le team Oxymetal. Ce qui est important au jour d'aujourd'hui, comme le disaient mes collègues, on était sur une situation effectivement avec une problématique de pénurie de main-d'œuvre. Donc ça, c'est un point important pour toute nouvelle société. Donc l'attractivité, bon, l'aspect start-up, le leadership, la communication, le visuel, ce sont des choses très importantes pour pouvoir attracter du personnel. En termes de timing, bon, ce qui peut être intéressant, donc la prise de décision de mise en place d'un greenfield a été fait l'année dernière en février. Nous avons créé la légale SRO aux alentours d'avril. On a passé beaucoup de temps en support avec la Chambre de commerce pour rechercher des bâtiments. Une des problématiques sur la République tchèque en termes de bâtiments, vous avez beaucoup de bâtiments logistiques. Par contre, pour trouver de l'industriel, c'est-à-dire bon, manutention, pont, surface extérieure, donc c'est déjà un peu plus compliqué. On a fait aussi un choix qui est intéressant parce qu'on a décidé de se positionner au centre-ville. Une des problématiques en Tchéquie, c'est que la main-d'œuvre est très peu flexible. Et donc, sur la région de Plzeň, vous avez beaucoup d'équipementiers allemands qui sont dans la friche, dans la brousse, sur l'autoroute. Et là, le fait de pouvoir créer quelque chose au centre-ville, c'est-à-dire à la portée du domicile des gens, ça nous a aussi amené de l'attractivité en termes de recrutement. Et voilà, en termes de timing, donc prise du bâtiment, prise des clés en juin, installation avec toute la phase, je dirais, validation au niveau légal, permis de construire, qui a été fait en l'espace de 6 mois. C'est une chose aussi qui est très importante parce qu'au niveau législatif, ils sont assez exigeants en termes de HSE et ainsi de suite. Donc, le choix des bâtiments est important, c'est-à-dire des bâtiments qui sont qualifiés, entre guillemets, écolodés industriels pour éviter d'avoir offert toute une batterie
d'analyse et de validation au niveau impact environnementaux, ainsi de suite. Donc voilà, bon, la start-up, l'installation et dernièrement nos produits. Donc voilà pour notre société. Cette année, donc, on a passé la certification ISO 9000 et nous sommes en démarrage pour nos clients grands comptes allemands et américains en termes de PPAPS. Voilà, c'était la première chose, la présentation de la société Oxymetal, donc ce qui fait globalement dans un timing assez rapide. Dans un deuxième temps, maintenant je vais revenir un peu sur ce retour d'expérience, mon focus potentiel PME, PMI française, sous-traitance automobile de rang 2, République tchèque. Donc, ce qui a été dit tout à l'heure sur la situation du marché automobile, donc on est parti d'un point de base en mars, donc, à cause du Covid, où les usines ont fermé. On est au jour d'aujourd'hui à un niveau de l'ordre de 50%. Donc la vision en termes de production, de volume de production devrait revenir du côté de septembre à 80%. Point d'interrogation par rapport à tout ce qui était dit derrière. En termes d'annonce de restructuration, il y a aussi un point important qui est la résilience. La République tchèque, c'est la base sous-traitante de l'Allemagne. Donc, effectivement, on prendra la vague si nécessaire dans un deuxième temps. Il y a une chose qui est aussi importante ici au niveau légal. Donc, il y a aussi des subventions de l'État. Autant il y aura, ce que disait mon collègue, il n'y aura peut-être pas de prime à la casse. Par contre, ici, sur les quelques mois Covid, et ça va, je pense, terminer d'ici juillet-août, donc des aides, ce qu'on appelle le Kurzarbeit, en termes de flexibilité et en termes de chômage partiel qui est pris en charge en termes de masse salariale à 50% par l'État. Donc ça va finir et on estime qu'effectivement derrière, il y a des risques en termes d'annonce de restructuration. Donc, point d'interrogation sur les volumes. La sous-traitance automobile en CZ pour les PME françaises. Donc, je vais rapidement, en termes de cluster, Martine en a parlé. Donc, ici, vous voyez la République tchèque. Donc, vous voyez ici, bien évidemment, toute la base allemande. Derrière, la Slovaquie, aussi bien Autriche et Autriche ici. Donc, effectivement, la République tchèque est une position centrale. C'est pour les OIM. En termes de sous-traitance, donc Tier 1, équipement Tier 1. Donc, on voit bien ici cette zone Škoda, Mlada Boleslav, TPCA. On a ici Hyundai. Voilà, c'est les principales bases. Ce que disait Martine, au niveau équipementier rang 1, donc sur la Tchéquie, sur les 100 premiers mondiaux, 50 sont en République tchèque. J'ajoute que à côté aux alentours de la République tchèque, on monte à 80. Donc voilà. L'historique, rapidement, donc dans les années 95, ça a été les premières vagues de transfert massif. Donc équipementier rang 1, groupes internationaux. Dans les années 2000, donc on a vu l'arrivée des PME, PMI françaises, principalement plasturgie et métallurgie. Donc poursuivre effectivement pour l'effet supply chain, poursuivre effectivement Volkswagen par l'intermédiaire de Škoda et un peu plus tard PSA avec l'usine de Trnava en Slovaquie et TPCA à Kolín. À côté de Prague. Renault, de sa part, lui, a donné le focus plutôt Turquie et Roumanie avec le rachat de Dacia. Donc, ces sociétés PME, PMI, donc principalement à l'époque Greenfield et JV, et effectivement, après des compétences par métier, donc tout ce qui est découpe, plasturgie, c'était plutôt la Tchéquie, les moulistes, c'était la Slovaquie. Les T1 sont après repartis, donc Roumanie, Turquie, Afrique du Nord. Les PME sont restés. Enfin, les T1 ont continué à se développer. Et les PME françaises, après les années 2000, donc cette problématique de croissance, avec cette pénurie de main-d'œuvre, et aussi un effet très fort sur les fonctions de support. À partir du moment où ce qui a été dit, globalement, progressivement, les centres de décision sont en train de se déplacer.
On est maintenant sur du global sourcing, community buying. On est aussi sur des effets effectivement de mise en place de centres de recherche et développement en République tchèque. Donc, et même si les centres de décision, on va dire, à la fin de la chaîne restent, maintenant on est sur des positionnements en République tchèque où s'il n'y a pas de décision, il y a au moins, ce sont des influenceurs qui sont très importants. Donc, effectivement, donc, par rapport à ça, quelque chose qui est très, très important, donc ces fonctions support, qualité, développement commercial, le goodwill qui a été nécessaire de mettre en place. Ce que je dirais de ma fenêtre aujourd'hui en termes d'opportunités et de risques. Donc, bon, une opportunité, effectivement, avec cette crise, c'est qu'on a des tensions beaucoup moins fortes sur la main-d'œuvre. Ce qui est clair aussi, parce que bon, l'implantation d'une société française sans expérience à l'international, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Donc maintenant, avec les années, on a un bon retour d'expérience, aussi bien en propre qu'en remote management au niveau de ces optimisations. Merci aussi la Chambre de commerce. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on va avoir une redistribution des cartes. On n'est plus maintenant dans l'auto uniquement dans du SOP ou du carry-over. Donc, avec tous ces effets voitures électriques, segmentation, il va y avoir des changements profonds au niveau business. Je pense qu'en termes de RAQ, ça va consulter à tout va. On a des nouveaux projets et surtout des OEM ou des T1 qui sont forcément en termes de recherche de productivité et d'innovation. Donc là, c'est important pour moi, c'est l'un des mots-clés, les fonctions support qui peuvent accompagner ce développement. Je pense qu'aussi qu'il y a une autre opportunité, comme je dis, donc on parlait de groupes internationaux, de groupes français. Ce qui est clair, c'est que dans l'automobile, sur les dernières années, il y a eu progressivement un focus sourcing local et donc un développement de sociétés actionnariat tchèques sur les dernières années, qui ont surfait sur ces volumes de croissance, sur ces incentives en termes de subventions. Je ne suis pas persuadé au jour d'aujourd'hui que ce soit des sociétés, je pense que c'est des sociétés rigides qui n'ont pas forcément les capacités déjà financières, ils sont fortement endettés, et deuxièmement, qui ont les capacités structurelles à réagir à ces nouveaux challenges. Donc, je pense que pour moi, pour des PMI françaises, si elles peuvent être plus réactives, bien évidemment, si elles ont ces fonctions support. Donc voilà, ça c'était mon point de vue sur la sous-traitance auto. Bon, quelques points connus et méconnus. Donc low cost, effectivement, on n'est plus low cost. On est des niveaux de salaire autour de 1 200 € pour de la main-d'œuvre non qualifiée assembly. Effectivement, c'est toujours très difficile de trouver des opérateurs qualifiés, soudeurs, conduite de machines, plieurs. Donc ça, c'est une évidence. Par contre, on est toujours business friendly. Bon, en termes de charges et d'imposition, on est sur des charges sociales à des niveaux à 34% et une imposition à 19%. Et bon, ce qui fait toujours partie dans la chaîne, vous avez votre core business en termes d'added value, vous avez forcément de la sous-traitance. Je pense qu'il y a de la compétitivité en termes de sous-traitance associée à vos produits. Et quand je fais un bench par rapport à la France, je ne sais pas, sur de la sous-traitance de peinture, d'usinage ou d'autres choses, je pense qu'on est à 60% du prix français. Donc, il y a, je pense là quand même des marges. Bon, contrairement à l'idée reçue, pour moi, le climat social et législatif n'est pas si simple que ça. Ici, historiquement, par rapport à cette problématique de pénurie de main-d'œuvre, effectivement, les sociétés, la parole était donnée à l'employé et les employeurs étaient très proactifs. Bon, effectivement, le people management, les bénéfices, donc c'est des choses qui sont très importantes. Ici, donc la culture et le soin apporté à la main-d'œuvre. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on est, je pense, sur des modes un peu moins conflictuels qu'en France. Et c'est aussi une problématique, c'est-à-dire, bon, c'est peut-être un petit peu moins syndical. Par contre, le problème ici, c'est qu'à 3% de chômage, en France, vous allez avoir des réactions, peut-être des conflits, des discussions. Si la personne n'est pas contente, elle part. Et donc là, et ce qui nous obligeait effectivement en termes de fonctionnement, sur des visions en termes de management des ressources humaines, vraiment à court terme. Donc là, effectivement, c'est une opportunité pour moi.
au niveau industriel. Effectivement, donc avec cette baisse et avec cette crise, ça va nous permettre effectivement de manager un peu mieux et d'avoir une meilleure attractivité. Je pense que l'employeur va reprendre la main sur les mois à venir sur le marché et d'être capable de staffer au niveau main-d'œuvre sur une vision beaucoup plus long terme. Donc voilà sur ces quelques points. Et le dernier slide, retour d'expérience, on va dire global, installer une PMI en France. Bon, il y a un certain nombre de points importants. Il y a déjà l'aspect culturel. On est malheureusement dans une problématique où les groupes français ou les sociétés françaises, en termes de langue étrangère, c'est assez limité. Bon, forcément, ils ne parlent pas tchèque, ils parlent très peu anglais. Et donc, on a des problématiques ici, au moins pour des petites structures, où vous êtes à chaque fois obligé de trouver des profils double compétence avec la compétence langue française et dans le domaine nécessaire. Ce qui peut être problématique et vis-à-vis, bien évidemment, en termes de management. Donc, vous travaillez généralement avec des équipes jeunes et en termes de management des effectifs, effectivement, c'est une autre gestion. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, pour moi, une priorité, c'est le marketing industriel, le développement industriel. Dans l'auto, effectivement, donc il y a une chose qui est sûre, c'est que les phases de développement, industrialisation des nouveaux produits sont vraiment sur du long terme. Donc, il est nécessaire avant tout, ou en parallèle de la mise en place ou d'une implantation, d'avoir des structures en remote ou en local en termes d'industriel et de commercial pour ces phases de développement. Et une chose qui est aussi importante, donc l'exemple concret en termes de démarrage d'une usine, ici en République tchèque. Bon, ici, les équipementiers rang 1 ou rang 2 sont, je pense, quand même assez state of art en termes d'exigence système qualité. On n'est pas sur de l'ISO 9000 pur, on est sur plutôt de l'ISO TS ou du Lean Six Sigma. Donc, effectivement, moi, je me retrouve souvent en décalage où on a, et même pour des clients français, des clients, donc, boîte française avec des clients travaillant pour des clients en France, on retrouve les mêmes clients en République tchèque, sauf que on n'est pas dans une situation où en France, ces sociétés françaises travaillent avec ces clients de façon historique, où les choses ne sont pas forcément formalisées. Et là, on se retrouve sur une page blanche avec des clients qui vous demandent des assessments, des évaluations, des audits. Un point important aussi, c'est effectivement l'accompagnement industriel pour éviter, je dirais, d'avoir un trou dans la raquette après le démarrage. Vous démarrez une usine, vous installez, vos clients reviennent vers vous, vous avez des nominations. Par contre, le présupposé, c'est la certification. Et tant que vous n'êtes pas certifié, donc vous n'avez pas de business. De l'autre côté, c'est le cercle vicieux. Si vous n'avez pas de business, difficile de certifier une usine. Donc, c'est pour ça que l'accompagnement stratégique et commercial avec le client en amont est vraiment très important. En point qui a déjà été abordé, comme je dis, donc la priorité sur les fonctions support, l'amélioration continue. Donc, effectivement, on est sur des exigences en termes de qualification de sous-traitants, en termes d'audit, en termes de management qui sont assez state of art. Et il est nécessaire d'avoir aussi une compétence ou développer une compétence dans ce qui est amélioration continue. C'est des choses qui ne sont pas forcément dans des petites PME, PMI en place en France, mais des choses qui sont demandées dans les pays de l'Est, SQCD, 5S, Lean. Donc ça, c'est une chose importante. Le design to cost, design to manufacturing, ce qu'il faut comprendre, c'est que, effectivement, la Tchéquie, c'est le grenier à blé. Donc, en termes de compétitivité, à un moment donné, hormis la main-d'œuvre, on parle de parc machine. Ce qu'il faut savoir, que c'est la Tchéquie est quand même assez en pointe en termes d'équipement, en termes d'automatisation. Donc, je donne un exemple sur la découpe laser. Vous avez un parc machine de l'ordre de 900 à 1000 lasers en France pour 60 millions d'habitants. En République tchèque, 10 millions d'habitants, on est au même niveau. On est autour de 1000 lasers. Donc, c'est assez développé. Voilà, du laser, des centres d'usinage, de la robotisation. Donc, c'est un élément aussi essentiel en termes de compétitivité, puisqu'on est bien d'accord que ces T1 et OIM sont capables d'aller gratter en termes de pricing dans le détail des choses. Donc ça, je pense que c'est important.
Un point aussi pour moi qui est important comme opportunité, jusqu'à présent, à tous les cas, donc par rapport à cette problématique au niveau de T1 et OIM, de pénurie de main-d'œuvre, la même chose, effectivement, en termes d'augmentation des exigences au niveau health safety, on s'est retrouvé dans des situations où les T1, surtout, donc qui sont en termes généralement de process assez intégrés, viennent avec des exigences d'outsourcing. Voilà, donc l'exemple concret pour Oxymetal. Nos lasers sont en interne, c'est pas core business pour nous, on veut outsourcer. Donc, je pense que là, il y a des opportunités. Et une deuxième chose aussi qui est important, effectivement, en termes de portfolio management, de sourcing, on se retrouve avec, je pense que c'est une évidence, avec des sous-traitants, avec des équipementiers qui réduisent le nombre de sous-traitants. Et donc, effectivement, avec ce que je dirais de l'intégration verticale, donc demandant à ces sous-traitants de travailler non uniquement sur le core business, mais effectivement avec ces parties sous-traitances pour être capable d'avoir un produit complet. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que même si cet aspect sous-traitant, c'est pas forcément impactant en termes de cost, c'est-à-dire que c'est volume 10, 15, 20%, c'est forcément du facteur différenciateur au niveau du pricing. Donc ça, c'est une chose importante aussi au niveau des fonctions support, la maîtrise de la boucle sous-traitance locale sur la République tchèque. Donc voilà. Et le dernier point, pour moi, donc l'automatisation. J'ai eu une discussion donc ici présent, Monsieur Rodriguez, donc Société Carbody. Donc c'est un questionnement. L'automatisation en République tchèque, oui, pour de la qualité, effectivement pour de la fiabilité, oui pour la maîtrise des processus, donc liés à des ERP pour maîtriser ses coûts. Et je pense qu'on commence à avoir aussi les mêmes problématiques qu'en France, donc justement sur ces positions d'opérateurs qualifiés que vous ne pouvez pas trouver. Donc l'exemple, un plieur en France, parce qu'il y a une pénurie de plieurs, vous êtes obligé d'acheter une presse plieuse robotisée. Donc c'est pas forcément, c'est même d'ailleurs pas, parce que c'est coût équivalent, c'est pas pour faire du saving en cost, mais c'est par rapport à des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Donc je pense que l'automatisation est une chose importante sur la République tchèque. Voilà. Merci. Merci. Merci à tous pour vos discours. C'était extrêmement intéressant, des points de vue très divers, très différents. Nous avons un peu dépassé le timing, mais je pense que ça aurait été dommage de couper cet échange très intéressant. S'il vous reste un peu de temps, il y a quelques questions. Donc, on va avoir plaisir d'y répondre s'il vous reste du temps. Il y avait une question qui a disparu entre-temps sur la main-d'œuvre, mais vous en avez suffisamment parlé, tous les trois, que la situation change. Le marché du travail, disons, quitte son modèle marché de l'employé à nouveau vers le modèle marché de l'employeur. Donc, on verra bien. Il y a une question sur les incitations gouvernementales aux investissements pour les producteurs ou fournisseurs dans le secteur de véhicules électriques. En fait, le système d'incitation aux investissements publics a beaucoup changé. Aujourd'hui, le gouvernement, par l'intermédiaire de Czech Invest, qui est l'agence qui attire les investissements étrangers, base son stratégie sur le support des activités avec une valeur ajoutée et surtout tout ce qui est la recherche et développement. Donc, la première condition pour les nouveaux investisseurs, c'est d'intégrer la recherche et le développement au sein de la nouvelle structure. Et deuxième, qui
critère dans certaines régions complètement éliminatoire, je parle surtout de Prague, c'est que le salaire moyen dans l'entreprise doit dépasser le salaire moyen de la région où vous implantez votre, disons, votre nouvelle usine. Pour plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter, nous pourrons vous en dire un peu plus de détails. Il y a aussi une nouvelle question pour David Morin. Je ne sais pas si David, vous voyez la question. La question c'est, est-ce que vous croyez nécessiter d'investir soit en greenfield, soit en acquisition en pays d'autres que Tchéquie et la France dans le futur afin de diversifier votre portfolio? Et quels seront les critères pour choisir une nouvelle destination d'investissement éventuelle? À ce moment-là, je répondrai par écrit. Je donnerai l'expérience qu'on a eue sur ce mapping Europe de l'Est. Très bien, merci. Après, si je regarde bien, on n'a plus de questions. Donc, encore une fois, je veux remercier tous les intervenants, Monsieur Hubert, Monsieur Neumann, Monsieur Morin. Merci de votre temps, de votre expertise, de votre vue sur le marché. Je pense que c'était très intéressant et enrichissant pour tout le monde. Merci aussi à tous les participants. Nous restons en tant que la Chambre de commerce à votre disposition pour vous apporter toute info complémentaire et pour bien entendu consulter, discuter de vos projets en République tchèque. Je vous invite en même temps à, d'ici quelques 2 semaines, nous organisons déjà la 3e édition de notre petit webinaire qui, à la base, a été conçu pour vous informer sur l'actualité concernant la crise sanitaire et ses impacts économiques. Et maintenant, cet événement régulier évolue vers un webinaire sur les nouvelles, les tendances économiques, les tendances d'évolution dans les différents secteurs. Donc, le 9 juillet, vous serez les bienvenus. Et après la fin de ce webinaire, vous recevrez normalement automatiquement tous un petit questionnaire d'évaluation, juste une échelle entre 1 et 10. Donc, je vous remercie d'avance de nous faire un feedback, de nous écrire aussi à quel point ce webinaire a été utile pour vous, s'il y a des axes d'amélioration, etc. Donc, encore une fois, merci et bonne journée à tous et à bientôt.